2. On a une maman sur ce plateau, notre spécialiste de la famille, qui est avec nous le mercredi. Monsieur Apia, vous attendez, tout ce que vous avez dit ici, là, vous allez voir ça réalisé. Sera retenu contre vous. Monsieur Apia, je suis votre avocat pour que ce soit réalisé. Alors, docteur Laura, bonjour. Bonjour. Alors, voici notre maman digne. Bonjour, docteur. Je sais qu'elle, quand je la regarde, j'imagine quel cadeau j'aurai. Eh oui, j'assume, je demande mes cadeaux. Docteur Laura, vous êtes là pour nous parler d'un thème assez sérieux, parce qu'on sait bien que nous sommes dans la spirale de la fête des pères, mais il faut le dire aussi, la stérilité masculine prive certaines personnes de la paternité et ça peut briser tout un couple, d'où le thème aujourd'hui, comment faire face à la stérilité masculine au sein du couple. Tout à fait, Marcelin. En général, les gens confondent l'infertilité et la virilité. Alors, ce qu'il faut dire, il faut différencier ces deux concepts, parce qu'un homme peut tout à fait être viril, avoir une vigueur sexuelle normale et être infertile du fait de la composition de son liquide spermique. Donc en général, quand il y a un problème d'enfant, on pense que c'est la femme qui est incapable, mais malheureusement, plus de 40% des hommes sont souvent impliqués dans l'absence de procréation dans les couples. C'est pour cela qu'il faut faire des examens combinés. Mais l'examen le plus commun pour détecter la stérilité masculine est le spermogramme qui se fait dans des conditions d'hygiène particulières. Et en dehors du spermogramme, pour compléter cet examen-là, on peut avoir recours aussi à un examen post-coïtal où on va faire un prélèvement à la dame pour voir comment les spermatozoïdes se comportent dans sa glaire et préciser le diagnostic d'infertilité. D'accord. Docteur, là pour aujourd'hui, quand malheureusement c'est avéré que l'époux ou le fiancé est stérile, comment on accueille la nouvelle? Comment on se prépare? Il faut savoir le contexte dans lequel la nouvelle arrive. Il y a des personnes qui ne s'attendent pas, qui n'ont pas forcément des projets de procréation, mais qui, par concours de circonstances, se trouvent devant cette information. Donc, vous imaginez le choc, même si on n'est pas prêt. On va faire un examen général de santé voilà, un examen, voilà. Ça. Et on peut l'apprendre comme ça. Donc, c'est vraiment choquant. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas normal, on est handicapé. Et ça peut générer un manque d'auto-estime ou faire baisser l'auto-estime. Du coup, une personne qui n'est pas dans son bon état d'esprit peut avoir des comportements qui peuvent influencer et sur sa sexualité, sur la qualité même de sa sexualité, mais aussi sur la communication dans le couple. Donc, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. À l'opposé, nous avons des personnes qui ont un désir d'enfant et qui se disent il faut faire tout pour avoir un enfant. Donc, la période normale pour s'alarmer, c'est de 2 ans avec des rapports réguliers couvrant les périodes d'ovulation de la dame. Donc, il ne faut pas dire je veux faire un enfant et au bout de 3 mois se dire ça ne vient pas, alors je suis stérile. Non. Il y a une période qui est de 18 mois à 2 ans pour préciser ou demander des examens pour préciser le diagnostic d'infertilité. Docteur, l'homme, le mot sapiens, c'est-à-dire l'homme dans toute son... Je ne sais pas comment dire, l'enfant, c'est le signe. Déjà, il veut avoir un enfant, il va avoir un homme, un fils pour la succession, pour assurer la pérennité ou bien la continuité. Et donc, il y a, au niveau psychologique, j'imagine le désarroi que ça envoie. Et quand c'est comme ça, comment on gère ça dans le couple? La femme, l'homme et la famille. Vous avez parlé de désarroi et le mot est exact parce que le fait de se découvrir infertile, ça veut dire que la lignée s'arrête à nous. Et c'est ce qui est difficile à gérer. Donc déjà, comment cette nouvelle-là impacte la communication dans le couple? Il y a 2 formes de sexualité. Il y a la sexualité récréative et la sexualité procréative. Donc une personne qui est déclarée infertile ou stérile peut avoir un impact de cette nouvelle-là sur sa sexualité. Donc ne plus vouloir s'adonner à la sexualité récréative parce que ces personnes-là vont se dire tout compte fait, il n'y a pas de fruit à cet acte-là, donc ça ne m'intéresse pas. Mais on n'est pas en couple seul, on est en couple avec sa partenaire. Donc il y a un besoin à satisfaire. Donc vous allez vous trouver devant un individu qui, du fait de l'annonce de sa stérilité, va se recroqueviller et se refuser d'accomplir le devoir conjugal. Évidemment, cela va impacter négativement la qualité des relations dans le couple et en fonction de comment la partenaire interagit,
on peut pouvoir passer ce cap difficile-là, mais ce n'est pas facile d'avoir en face de soi un homme qui se refuse à la sexualité parce qu'il a l'impression qu'il est handicapé et que cette sexualité-là ne va pas porter de fruits. Docteur, on parle ici de couple, c'est dire qu'il y a deux personnes, donc la femme. Ici, la stérilité du monsieur est avérée, mais pas celle de la femme. Quelle est la réaction de la dame vis-à-vis de son mari? Ben, en général, on est choqué parce que quand on aime une personne avec laquelle on est en couple, le projet après le mariage, c'est un projet de procréation. Donc, il faut faire tous les examens parce qu'il y a plusieurs types d'infertilité. Il y a ce qu'on appelle la stérilité primaire. Ça veut dire que la personne n'a jamais eu d'enfant. Et il y a la stérilité secondaire. Donc la personne peut avoir eu un ou plusieurs enfants et se retrouver pour plusieurs motifs stérile après avoir eu des enfants. Il y a des hommes qui ont des enfants en étant au lycée, au collège, et ils vont se mettre en couple 20 ans plus tard et être incapables de procréer. Alors le diagnostic va aller chercher dans leur historique de santé pour voir si en cours de route, il y a eu des maladies qui ont transformé leur sécrétion de spermatozoïdes ou qui ont modifié la composition ou la constitution de leurs spermatozoïdes. Donc il ne faut pas dire j'avais déjà eu un enfant et je ne peux plus en avoir, donc ça veut dire que cet enfant-là n'est pas de moi, on me l'a collé. Non. Il y a la stérilité primaire et la stérilité secondaire, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Docteur Laura, on connaît cette fierté masculine qui fait que beaucoup, vous avez dit, il y a 40% de stérilité qui incombent à l'homme. Il y a cette incapacité-là de passer, d'aller. Parce que la femme, des fois, dans des couples, elle est la seule à aller aux examens et tout le monde, la famille, les amis, tout le monde regarde la femme alors que c'est l'homme qui a un souci. Bon, les hommes font ça aussi peut-être parce que à cause de la bouche, comme on dit, du quand dira-t-on immédiat de la femme qui est en face. Parce qu'on connaît, à la moindre dispute, ça peut sortir, il y a la famille autour, tout ça. Est-ce que ce n'est pas tout cet agrégat-là qui peut peut-être freiner? Ben vous savez, les hommes, surtout en Afrique, ont du mal à accepter d'être infertiles dans la mesure où ils sont virils. Ils se disent, mais ce n'est pas possible que je ne puisse pas procréer alors que je jouis d'une vigueur sexuelle. Donc, déjà, l'acceptation de l'infertilité est un premier pas à franchir. Et cela se fait, une fois que cela est fait, maintenant on a en face de nous une compagne. Comment suppléer? Si le problème est, on peut régler le problème par des soins médicaux, on va le faire. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs formes aussi de stérilité. Donc on a l'azospermie, ça veut dire quand on fait le prélèvement, il n'y a pas du tout de spermatozoïdes dans les sécrétions du monsieur. Ça veut dire que ce monsieur-là n'a pas d'éléments pour féconder. Il y a l'asténospermie qui est l'anomalie de la mobilité. Les spermatozoïdes ne bougent pas bien, ils n'avancent pas bien, alors qu'ils doivent aller rencontrer Madame Ovule jusque dans les trompes. Il y a aussi l'oligospermie qui est un nombre réduit. Il n'y a pas assez de spermatozoïdes dans les sécrétions du monsieur. Nous avons la tératospermie, qui est la malformation des spermatozoïdes. Donc, vous voyez plusieurs motifs à l'infertilité. Donc, en cas de faiblesse, par exemple, des spermatozoïdes, on peut faire des traitements qui vont leur donner plus de tonus pour qu'ils puissent avancer. En cas de nombre réduit, on peut aussi faire des pratiques, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, pour les sélectionner et faire des fécondations in vitro pour avoir un enfant. Parce que c'est possible en Côte d'Ivoire. Tout à fait, c'est possible. C'est encadré maintenant. La loi C'est encadré dans plusieurs grandes cliniques. Depuis combien de temps? Cela se fait depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans, oui. Ça se fait en Côte d'Ivoire. Donc, il y a plusieurs options, hein, vous l'avez dit tantôt, mais malheureusement, il y a aussi la stérilité irréversible. Oui, il y a la stérilité irréversible et pour cela, la seule issue, c'est l'adoption. Mais encore, il faudrait que l'adoption ou permettre à la femme aussi de pouvoir se faire peut-être féconder inséminer par d'autres personnes. Voilà. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que le fait de prendre le spermatozoïde d'un homme pour inséminer la femme, ça demande aussi un parcours
du couple. Psychologique surtout. Psychologique, oui. tout à fait. Parce que l'homme va se dire, il y aura un enfant, oui. il ne sera pas de moi. Ça peut ressortir à la moindre dispute. Tout à fait. Alors, il va falloir faire un suivi avec des personnes spécialisées pour que l'acceptation se fasse, pour compenser les défaillances du monsieur en termes de fertilité. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de banque de sperme à proprement parler où on va congeler les prélèvements et les inséminer plus tard. Donc les prélèvements en général se font à frais et dès que le prélèvement est fait, on va le mettre dans le circuit, examiner, traiter, tout ça avant d'arriver à l'insémination. Donc quand on va faire l'insémination, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on vous a inséminé que ça va tout de suite marcher. Donc parfois, il faut faire plusieurs tentatives. C'est un parcours, et c'est un parcours douloureux, Docteur, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Douloureuse. Est-ce qu'on peut vivre heureux sans être papa? Tout à fait. On est heureux pourquoi? On est heureux parce qu'on a des motifs de satisfaction. Donc si le fait de ne pas pouvoir être papa est une frustration, il faut trouver des motifs de joie et de bonheur dans d'autres aspects. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. Malheureusement, la personne déclarée stérile va se focaliser sur sa stérilité et s'empêcher de voir tous les autres motifs de joie et de bonheur qu'elle a dans sa vie. On peut trouver le bonheur dans la compagnie de sa compagne, on peut trouver le bonheur même dans un enfant adopté, on peut trouver le bonheur aussi dans un enfant qui n'est pas le nôtre, mais notre femme peut être inséminée et donner naissance à un enfant. Donc, il y a beaucoup est-ce que la culture africaine, comme Alix disait, est-ce que la culture africaine accepte ça? Malheureusement, la culture africaine l'accepte difficilement, mais c'est pour ça que c'est des questions personnelles aussi, très, très intimes. Donc, on ne va pas crier sur tous les toits déjà qu'on est Justement, stérile. à ce niveau-là, comment encadrer cette nouvelle? Parce qu'on le sait, hein, même des enfants d'autres conjoints qu'on éduque très tôt, au bout d'un certain nombre de temps, on lui dira, c'est pas ta maman, c'est pas ton papa. Toujours quelqu'un qui va venir éliminer ça. Voilà, ou vous n'avez pas les mêmes traits, tu sais que c'est un peu... Voilà. Comment encadrer pour couver, pour ne pas que ce soit Mais public? déjà, maintenir la confidentialité. Si on a un problème de stérilité, ce n'est pas une nouvelle qu'on a envie d'annoncer. Parce que quand on est stérile, on est plutôt amené à se renfermer. Docteur Laura, ça se constate vite. Hein. Vous avez dit 2 ans. On n'a pas vu de ventre. Au bout de 2 ans, il y a toujours une tante ou un tonton. On dit, ah, ça fait 3 ans que vous êtes mariés. La société demande, oui, ça c'est... Il y a toujours dans une famille un tonton, je m'excuse. Papato, voilà, qui va toujours vouloir venir. Mon fils, il n'y a pas de bruit dans la maison. Tu es encore dans tes robes plaquées, là, tes jupes plaquées, je veux voir des marinières. Mais c'est la confidentialité. Et il y a même des personnes qui adoptent des enfants. Et autour de cette adoption-là, on met en place tout un protocole pour ne pas que les gens se rendent compte que ce n'est pas l'enfant du couple. Donc, il y a certaines personnes qui quittent leur lieu d'habitation. Oui. Il y en a qui vont s'absenter longtemps, il y en a qui vont se cacher un peu. Et qui reviennent avec un bébé. Et ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne dit pas souvent, il y en a qui se suicident. Hein. Il y en a qui se suicident, il y a des cas de suicide. Malheureusement, et c'est en cela que l'accompagnement prend toute sa valeur. Il ne faut pas rester cloîtré chez soi quand on a une nouvelle de cette envergure. Il faut se faire accompagner par des psychologues parce que l'accompagnement peut permettre de faire le deuil de la fertilité qu'on n'a pas et aussi de faire des choix palliatifs, c'est-à-dire accepter l'enfant de l'autre conjoint s'il en a ou accepter d'avoir d'autres enfants avec l'intervention d'une tierce personne. Et le rôle de la spiritualité dans tout ceci. À quel niveau, quand on se dit que bon, on va attendre jusqu'à ce que le miracle s'opère? Il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des miracles qui s'opèrent, mais ce qu'il faut dire, c'est que j'ai entendu parler de beaucoup de cas de stérilité où le problème, la durée, résidait dans le fait que le diagnostic n'avait pas été bien fait. Donc il y a une dame qui, par exemple, a cherché à avoir un enfant pendant 15 ans et le problème, c'est que l'examen post-coïtal ne s'était pas fait. Alors que le problème, c'était que son mari avait des spermatozoïdes qui n'avançaient pas bien. Mais en plus, la femme avait une glaire de mauvaise qualité qui faisait barrage à l'avancée des spermatozoïdes. Il faut pousser les examens. Donc, il faut pousser les examens et prendre le temps de tous les faire. Parce que si on ne fait pas tous les examens... Il ne faut pas s'arrêter à un seul examen qui vous décourage. Il faut approfondir parce qu'on ne sait jamais. Même le spermogramme, en fonction de l'état de santé du monsieur,
en général, on demande un test de contrôle 1 mois après. Parce que si vous avez pris des médicaments, ils peuvent agir sur votre production de spermatozoïdes ou sur la qualité même des spermatozoïdes. Donc, il y a toujours un spermogramme de contrôle qui est demandé pour préciser le premier diagnostic. Docteur Laura, la société africaine réglait ce genre de déconvenus là dans nos villages. Il y avait une manière de régler. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie sociale parce que le fait de dire je suis stérile, on va tout de suite être indexé. Ouais. Alors, en fonction des familles, il y avait des arrangements, ou en fonction même des couples, il y avait des arrangements où madame allait se faire féconder par quelqu'un de fertile et attribuer la grossesse à son mari. Ça se fait même encore de nos jours. Donc, ce sont des mesures, des solutions qu'on trouve. Mais je veux dire, la parentalité, le fait de pouvoir procréer, ouvre l'espoir de la survie de notre lignée. Et c'est en cela que c'est vraiment très, très traumatisant. Mais il y a des mesures palliatives et la science fait chaque fois des progrès pour accompagner les personnes infertiles. Donc, si vous êtes déclaré stérile, ce n'est pas la fin du monde. Approchez des spécialistes pour qu'ils vous fassent déjà les bons examens, tous les examens, et qu'ils vous accompagnent dans le choix définitif à l'issue de tous ces examens-là. Et dans toujours cette même lancée, hein, parlons de l'adoption, aussi un travail psychologique s'impose pour pouvoir accepter un enfant qui n'est ni de sa femme ni de soi-même pour l'aimer comme il le faut. Tout à fait, mais l'adoption, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas le fait d'avoir donné la vie à un enfant qui fait qu'on s'attache. Il y a beaucoup d'enfants adoptés qui donnent autant d'amour que des enfants biologiques. Donc, il ne faut pas avoir peur pour dire est-ce qu'on va se comprendre, est-ce que je vais l'accepter, est-ce que je vais l'aimer. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est d'avoir un enfant qu'on a adopté quand on a fait tout le parcours et qu'on ne peut pas procréer soi-même. Il y a beaucoup d'enfants qui ne demandent que ça, à être adoptés. D'ailleurs, on ne fait pas l'adoption aussi facilement qu'on le dit. Il y a des enquêtes préliminaires qui sont faites pour pouvoir évaluer la capacité des parents candidats à l'adoption à gérer un enfant adopté. Okay. Merci beaucoup, docteur Laura. Comme le disent les anciens, nul ne connaît son père, sa mère à sa naissance. Hein, c'est très bien dit, ça trouve tout son sens ici. Merci infiniment. Et puis, bonne fête à tous les papas. À tous les papas, bien sûr. On va parler toujours des papas, vous l'avez remarqué, mesdames et messieurs, avec le côté sociologique pendant qu'on installe notre dernier invité. Il s'agira bien sûr de docteur Lyle Nicaise-Nielbien qui nous parlera bien sûr de la construction du père, le rôle du père dans la construction de l'enfant. C'est un thème très d'actualité, surtout que nous célébrons les papas aujourd'hui. La stérilité, ça... C'est pas évident. Hein, oui, c'est pas évident, mais Dieu merci qu'il y a des solutions palliatives pour pouvoir être parent et puis se porter bien, être épanoui dans sa vie de couple. Comme dit Jean-Paul Sartre, le regard des autres. C'est le regard qu'il faut essayer de dompter. Voilà. Il faut surpasser cette étape-là et puis se dire que quand on est heureux en famille, c'est déjà l'essentiel de toutes les façons. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, il y aura toujours des personnes pour critiquer. Il faut que le couple se blende lorsqu'il y a ce genre de nouvelles-là qui arrivent. Et puis... Est-ce que les examens avant le mariage, tout ça... C'est préconisé, je pense que c'est à ces dessins-là qu'on préconise de faire les examens avant le mariage. Mais généralement, il faut dire qu'on ne les fait plus de plus en plus parce que quoi qu'on dise, des fois on a des enfants même avant le mariage. Donc voilà. Et puis on se dit, il y en a qui ne veulent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas d'informations qui va décourager ou bien bouleverser le plan qui était déjà préétabli. Donc voilà.